Les 10 activistes écologistes qui avaient bloqué le terminal pétrolier de Valero à Montréal-Est en 2022 ont été déclarés coupables de méfaits et d'entrave à un agent de la paix. Le verdict, dis-je, est tombé vendredi à la Cour municipale de Montréal. Il y a 2 des accusés qui ont aussi grimpé, vous le savez, le pont Jacques-Cartier en octobre dernier. La journaliste de Pivot Québec, Una Barrette, signe un reportage là-dessus cette semaine sur la plateforme de Pivot. Je jase tout de suite de ça avec elle. Bonjour, Una. Bonjour. Bonjour, Philippe. Bonjour, Una. Rappelez-nous déjà un peu ces événements-là, donc, du mois d'octobre 2022. Oui, alors donc ce jour-là, le 19 octobre 2022, il y a eu 10 activistes écologistes, donc du collectif Antigone, qui avaient bloqué pendant 24 heures le terminal pétrolier Valero à Montréal-Est. Donc il s'agissait du plus long blocage de pipeline de l'histoire du Québec. Ils ont bloqué l'entrée du terminal avec des conteneurs bétonnés et 6 d'entre eux ont même grimpé les tours de chargement. Donc ça a bloqué l'exportation du pétrole vers les bateaux. Et ce jour-là, aucun bateau n'a pu partir du port. Et le collectif Antigone a estimé interrompre le transport de 300 000 barils ce jour-là. Pourquoi ils avaient choisi ce site-là, Una? Donc, selon le collectif Antigone et les experts, cet oléoduc, donc la ligne 9B plus spécifiquement, représente vraiment une menace réelle de fuite donc de pétrole, ce qui pourrait nuire à l'approvisionnement donc en eau potable de millions de Québécois, voire donc on m'avait dit à peu près 3 millions de Québécois, en plus de contribuer à l'aggravation bien sûr de la crise climatique parce que ça polluerait un peu tout l'environnement. Est-ce qu'il y a des fuites de ce type-là? Il y en a déjà eu? Alors oui, il y a 10 ans, il y a eu un oléoduc opéré par la même compagnie et aussi vieux qui avait fuité, ce qui avait fait la plus grosse fuite de pétrole brut en Amérique du Nord. Et c'est même c'est la même compagnie qui l'opérait, donc c'est vraiment ça qui inquiète les activistes. Et il y avait eu 4,5 millions de litres de bitume qui avaient été déversés dans la rivière de Kalamazoo au Michigan. Una, vous avez suivi un peu ce procès-là, donc, des activistes. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Oui, alors donc il y a eu vraiment 5 jours de procès consécutifs avant les fêtes en 2024. Et là, j'y étais vendredi dernier pour avoir pour pas forcément voir les sentences, parce que les sentences seront mardi prochain. Enfin, c'était censé être ce mardi. C'était supposé être hier, hein, c'est ça? En avril. Ouais. Et donc, c'est ça. Ils ont plaidé non coupable durant les 5 jours de procès et ils ont invoqué ce qu'on appelle une défense de nécessité. Donc, en disant ne pas avoir eu d'autre choix que de mener cette action de désobéissance civile face donc à l'urgence climatique. Ouais, c'est assez singulier le recours à cette défense-là dans un contexte d'action environnementale comme ça. En quoi consiste exactement cette défense-là de nécessité? Ouais, donc en fait, la défense de nécessité, ça permet d'échapper à une punition si un acte illégal est la seule option pour éviter un danger grave et imminent. Donc ça, c'est vraiment important de se rappeler, grave et imminent. Pour la défense de nécessité, il faut répondre donc à 3 critères. Le premier critère, c'est la situation. Donc si la situation est urgente et a un danger imminent, et donc évident lorsque l'obéissance à la loi est démonstrativement impossible. Le deuxième critère, c'est l'absence d'une solution raisonnable et légale. Et la troisième, c'est la proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité. Donc, c'est ça, placé devant un cas comme celui-là, le juge va regarder si les actions qui ont été posées par les accusés répondent à ces 3 critères-là. Dans ce cas-ci, par exemple, Una, quels étaient les arguments qui étaient invoqués par les accusés et leurs avocats? C'est ça. Donc, c'était très intéressant parce que pendant les 5 jours de procès, ils ont été appuyés par vraiment énormément d'experts qui les ont vraiment aidés dans leur argument avec les avocats. Donc, déjà, pour le premier critère, ils ont argumenté l'idée que la crise climatique est une situation de danger imminent. Et donc, les activistes ont donné l'exemple, par exemple, du Canada qui doit réduire ses émissions de 45% d'ici 2023 pour avoir 50% de chances d'éviter le pire. Donc ça, déjà, c'était un très gros argument.
Sinon aussi pour le danger, pour l'argument du danger imminent, ils ont aussi dit bien sûr que l'oléoduc qu'ils avaient bloqué risquerait de fuir du jour au lendemain et de contaminer l'eau de millions de Québécois. Et les experts ont bien sûr appuyé cet argument à la barre. Sinon, pour appuyer leur point de vue sur la désobéissance civile, ils ont dit qu'il était important de monter le ton face aux lobbies pétroliers qui ont énormément de voix dans le pays et que, comme l'histoire le prouve, la désobéissance civile a déjà mené à plusieurs reprises des victoires sociales. Et le juge a rejeté donc cette défense-là. Pourquoi? Donc c'est ça, le juge a rejeté cette défense et a estimé même que les 3 critères de cette défense ne répondaient pas à leur action. Donc pour le premier critère, il a estimé qu'il était difficile de plaider l'imminence du danger, alors que 2 ans plus tard, donc vu que l'action s'est passée en 2022, 2 ans plus tard, il n'y avait toujours pas eu de fuite. Donc il a estimé que c'était un risque, mais que nos élus ont accepté ces risques en pesant peut-être le pour et le contre au bénéfice de la population. Pareillement pour la crise climatique, vu que les experts disent que nous pouvons encore agir pour éviter la catastrophe, pareillement, ça serait pas un danger imminent. Pareil pour le deuxième critère. Le juge a estimé que les activistes auraient pu prendre la voie légale pour faire valoir leur opinion. Donc, par exemple, en convoquant la population et les gouvernements pour mettre fin ou réduire à l'utilisation du pétrole. Sauf que je tiens à préciser, les activistes ont déclaré vraiment avoir tout essayé. Donc, il y a plusieurs d'entre eux qui ont même fait partie de partis politiques qui se sont rendus aux conférences de l'ONU, ont fait des conférences dans des écoles. Enfin, énormément de ces activistes ont vraiment, pour le coup, tout essayé. Et le juge a même reconnu que ces activistes avaient vraiment essayé la voie légale, disons. Pour le troisième critère, c'est-à-dire le mal causé vs le mal évité, le juge a estimé que puisqu'ils n'avaient pas mis fin au changement climatique et qu'ils n'ont pas fermé le pipeline ce jour-là, il n'y avait pas eu assez de résultats au court terme pour invoquer ce critère. Donc ça, c'était assez évident comme argument de la part du juge. Après, voilà, ça reste dans la loi. C'est des critères qui sont donnés par la loi et c'est vrai que le juge a choisi un peu la voie traditionnelle pour répondre à ces critères, alors que les avocats essayaient d'aller plus loin et de peut-être faire changer les lois, tout simplement. Je le disais un peu plus tôt, c'est singulier, hein, l'utilisation de cette défense-là de nécessité dans un contexte de cause écologique comme celle-là. Oui, c'est vraiment très novateur. Mais c'est ça, c'est pas vraiment, encore une fois, c'est vraiment pas surprenant que le juge ait préféré suivre la jurisprudence des tribunaux supérieurs. Mais s'il aurait pu la remettre en question, en fait, les avocats des accusés ont vraiment essayé de remettre ça en question pour les futures désobéissances civiles. Parce que c'est ça, comme j'ai parlé aux 2 avocats en question, et c'est vrai qu'il va y avoir de plus en plus de désobéissance civile dans l'urgence climatique, et donc il faudrait peut-être se poser la question de comment on va juger dans le futur toutes ces désobéissances. Et il y avait eu récemment un cas de défense de nécessité pour des activistes environnementaux en Colombie-Britannique, et ça avait aussi été rejeté par le juge. Donc c'est ça, c'est aussi à prendre en compte. Ils vont recevoir leur sentence donc mardi prochain. Ils risquent quoi, ces accusés-là? Non, alors leur sentence était censée être hier, donc ce mardi, et au final ça a duré vraiment trop longtemps, donc au final les sentences sont prononcées fin avril. Fin avril, ok, d'accord. Qu'est-ce que demande leur avocat? Donc les avocats de tous les activistes demandent une absolution pour leur client. Mais la couronne réclame une probation et des travaux communautaires, et même peut-être une courte période d'emprisonnement pour Olivier Huard. Donc, comme vous l'avez dit, qui avait aussi
grimper le pont Jacques-Cartier en octobre dernier. Oui, et qui sera candidat, je pense que c'est sorti d'ailleurs pendant le procès, il sera candidat pour le Parti vert du Canada aux prochaines élections fédérales. Pas juste lui d'ailleurs, il y a aussi Jacob... Exact, Pirot. Pirot, voilà, qui sera aussi candidat. Il me semble qu'il y a aussi Jacob Pirot, oui. D'accord. Rouna Barrette, merci beaucoup pour le compte-rendu sur ce procès-là. On aura l'occasion d'en reparler peut-être après qu'on connaîtra le sort qui leur sera réservé par la justice à la fin avril. Bonne journée, Rouna. Merci beaucoup. Bonne journée.